Alors vous avez prononcé tout à l'heure le mot d'assemblage. Produire aujourd'hui, c'est assembler une gigantesque chaîne de production au niveau mondial, c'est assembler des aspects matériels, des aspects serviciels d'un produit. Il y a donc des entreprises qui doivent jouer ce rôle d'assembleur et qui ont parfois un rôle presque féodal par rapport à leurs sous-traitants. Et dans le meilleur des cas, ils sont à la tête d'un réseau de partenaires. Voilà. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a deux assemblages. Il y a l'assemblage des biens et des services qui forment le produit, et il y a l'assemblage des partenaires qui coopèrent à l'élaboration de ce produit en apportant chacun sa partie, la partie qu'il maîtrise. La cohésion de ces deux assemblages, l'assemblage à l'intérieur du produit et l'assemblage des partenaires pour l'élaborer, est assurée par un système d'information. C'est le système d'information qui permet aux partenaires de coopérer, d'automatiser les transactions qu'ils ont entre eux, d'ailleurs de surveiller aussi la transparence du partage des recettes et dépenses, qui est un des éléments très importants de la solidité du partenariat. Lorsqu'on n'assure pas cette transparence, le partenariat tend à exploser parce qu'il se produira des fraudes, ou en tout cas ils auront l'impression que des fraudes se sont produites, et ça mène au divorce. J'ai vu ça quand je travaillais dans le transport aérien. C'était extrêmement difficile de maintenir la cohésion d'un partenariat si on n'avait pas assuré la transparence dans les échanges d'informations. Et donc Mais soit l'information va dans les deux sens, soit un des acteurs a une information privilégiée. Alors c'est une des tentations. Les relations de sous-traitance, on le sait bien, ou les relations entre les grands réseaux de distribution et leurs fournisseurs sont souvent des relations extrêmement violentes, où le sous-traitant est pratiquement mis en esclavage. On lui impose année après année de renégocier les prix, on lui serre le kiki de façon sans limite, quoi. Bon, dans les chaînes de grande distribution, c'est le métier des acheteurs que de martyriser les fournisseurs, et dans certaines entreprises, c'est le métier de la direction des achats de martyriser les sous-traitants. Ça pose des tas de problèmes à la longue. C'est-à-dire que par exemple, quand vous construisez un avion, quand vous demandez à un sous-traitant de fabriquer les trains d'atterrissage, c'est un élément extrêmement technique de l'avion, le train d'atterrissage, c'est une spécialité très délicate qui demande de grandes maîtrises en métallurgie, en mécanique, etc. Bon. Et qui évolue. C'est-à-dire qu'il y a de l'innovation en permanence dans ce... Bon. Si vous pressurez le sous-traitant en lui infligeant chaque année des limitations de prix extrêmes, eh bien vous asséchez sa capacité de recherche-développement. Et donc vous condamnez à avoir, au bout de quelques années, un sous-traitant qui n'est plus capable de répondre à vos exigences en matière de qualité. Et qui est passif, et qui a un comportement de plus en plus passif. Et qui a un comportement de plus en plus passif. Et ce qui se passe dans ces spécialités très techniques, c'est qu'à un certain moment, le rapport de force entre le sous-traitant et l'intégrateur se transforme. Quand vous avez un sous-traitant qui est on voit ça notamment dans les pièces détachées pour automobiles. Quand vous avez un sous-traitant qui est au top niveau technique, qui est le meilleur dans la spécialité et qui est le seul finalement capable de fournir l'équipement de très haute qualité dont vous avez besoin pour une certaine pièce dans votre produit, eh bien c'est lui qui est en position de force et qui peut vous dicter le prix. Voilà. Et donc se mettent en place actuellement des relations, difficilement, c'est une transition très difficile, une transformation des rapports entre l'entreprise coordonnatrice et les sous-traitants qui deviennent des partenaires. On appelle ça, alors comme on parle franglais dans ce milieu, on dit les risk sharing partners. C'est d'ailleurs une excellente expression, partenaires qui partagent le risque et qui sont d'ailleurs intéressés à la réussite du produit par un pourcentage sur les ventes, etc. par la suite. Donc plutôt qu'un donneur d'ordre, on a un animateur de réseau. Voilà, on a un animateur de réseau, on a un intermédiaire. Alors c'est peut-être celui-là, l'entrepreneur de demain. Celui qui va justement, puisque vous parliez de où se trouve la valeur, c'est peut-être celui-là qui va capter la valeur et qui va en tout cas organiser sa répartition. C'est celui qui va être capable de définir le produit avec ses diverses composantes, biens, services, etc., de monter le partenariat avec l'ingénierie d'affaires qui permet de
bâtir le réseau de relations contractuelles et de répartition de responsabilités, de dépenses et de recettes entre les partenaires, qui va être capable d'animer le partenariat dans la durée, c'est-à-dire de régler dans la foulée les éventuels contentieux, etc. Bon. Et cet entrepreneur, son outil de travail, c'est la clé de son action, ça va être ce système d'information qui va lui permettre d'automatiser l'intermédiation des flux financiers entre les différents partenaires, de les rendre transparents de manière à limiter les contentieux et à faire de faire en sorte également que les conditions des contrats et des responsabilités soient bien connues par les intervenants. Un des gros problèmes actuellement, je connais très bien une très grosse entreprise industrielle très complexe qui fait justement qui pratique cette risk sharing partners. Le gros problème, c'est que les contrats sont extrêmement complexes, ils font plusieurs centaines de pages et ils ne sont pas connus par les ingénieurs et les agents opérationnels qui travaillent dans les entreprises. C'est une grosse difficulté, ça, parce que ça suscite des disputes en permanence. À partir du moment où le partage des responsabilités n'est pas connu par les intervenants, il y a bien sûr, je ne dirais pas des contentieux, mais des frictions permanentes. Bon, là, il y a un vrai problème de découplage d'un contrat juridique qu'on peut mettre dans un coffre-fort et qui, comme une police d'assurance, sera activé en cas de gros problème, et puis une expression technique et pratique du contrat qui permettent aux gens qui sont impliqués dans la production de vivre dans des conditions normales le partage des responsabilités. C'est en train de venir tout ça. La difficulté de communication pose des problèmes de confiance, pose des problèmes contractuels. Voilà. Hein, c'est ça. Sur la question du chômage, là, on a parlé de cette entreprise réseau, entreprise automatisée, réseau informatisé. Les ouvriers ne vont pas revenir dans les usines. Non. On ne va pas réduire le problème du chômage par l'informatisation, l'automatisation, qui pourtant sont nécessaires. Comment réduire ce problème du chômage? Alors là, il faut être un peu économiste, hein, si vous permettez. Toute société dispose d'une certaine force productive. Hein, et elle les engouffre, comme dit Marx, dans des rapports de production qui permettent d'assurer la production effective. Bon. Comme les besoins des consommateurs sont sans limite, en termes de qualité, en termes de satisfaction, en termes de diversité des produits, il n'y a pas de raison qu'à terme, une société quelconque n'emploie pas la totalité de sa force de production, n'emploie pas la totalité de son personnel. Simplement, ça ne sera pas dans les mêmes conditions que ça se passait dans l'industrie mécanisée de naguère. Vous voyez, l'agriculture employée à l'époque, au début du 19e siècle, elle employait les 2 tiers de la population active. Il fallait que les 2 tiers de la population active soient engouffrés dans l'agriculture pour que l'ensemble de la population puisse être nourrie. Bon. Aujourd'hui, c'est quoi? 3%. Mais dans une économie qui était peu interconnectée avec l'extérieur et où ne se posaient pas des questions de balance du commerce extérieur, de balance courante. Voilà. Alors, actuellement, le problème du chômage est un signe de déséquilibre. Qu'est-ce que c'est que le déséquilibre? C'est quand une économie, quand un système productif n'est pas adéquat à la base physique, à la base technique sur laquelle il repose. L'organisation de notre économie à l'heure actuelle n'est pas adéquate avec le système technique sur lequel elle se bâtit. Et c'est ça qui provoque le chômage, c'est ça qui provoque le déséquilibre des échanges, c'est ça qui provoque également la distribution, comment dirais-je, l'explosion, l'écartement de la distribution des revenus, le fait qu'il y a de plus en plus d'exclus et de plus en plus d'ultra-riches, c'est ce que la statistique montre bien. L'équilibre de la société, de l'économie fondée sur l'automatisation, c'est une économie de classe moyenne, parce qu'elle utilise une population qualifiée, il faut avoir une bonne cervelle pour travailler là-dedans, et l'emploi se trouve dans les 2 ailes. Il ne se trouve plus dans l'usine, qui a été automatisée, il se trouve dans la conception et l'organisation de la production, donc l'ingénierie d'affaires dont je parlais tout à l'heure, mais aussi la programmation des automates, la programmation informatique, la fabrication des automates, qui sont en fait des prototypes. Ce sont des machines qu'on fabrique en toute petite série et qu'il faut se faire pour ce qu'on veut faire. Donc ce travail stocké
hein, dans la phase d'investissement capitalistique au départ, et puis ensuite dans le flux de la production, alors les services qui vont assurer la relation avec les clients, qui vont assurer l'adéquation du produit à la production des effets utiles dans la durée, qui vont assurer également, parce qu'il faut y penser, le bouclage de la production par la récupération des produits usagés, hein, des biens usagés et leur liquidation. Il faut la boucle de la production doit se terminer par la suppression du produit de la composante matérielle à la fin. Hein. Donc on a un problème en fait d'adéquation entre le modèle économique et ce nouveau système technique que vous appelez de vos voeux. Voilà, entre modèle, c'est pas forcément le mot modèle, entre la façon dont l'économie fonctionne, le fait est que ce changement de système technique est généralement pas compris ou pas perçu. Les économistes en parlent guère, vous le savez, hein. Ils ont du mal à le concevoir, ils sont prisonniers d'un modèle économique qui est celui en fait qui s'est... Peu d'économistes décrivent ce qu'est une usine aujourd'hui, comme le faisait Marx dans ses œuvres d'ailleurs. Voilà, il y a... Oui, c'est vrai qu'on aurait besoin de revenir à ces approches monographiques, hein, qui étaient si fréquentes au XIXe siècle, où l'industrie se développait et où, comme on voyait surgir un système technique nouveau, les intellectuels s'intéressaient énormément à ce qui se passait dans les entreprises. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on se détourne de l'entreprise. Hein. On ne veut pas savoir ce qui s'y passe. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure des candidats au présidentiel qui ne savent pas ce qui se passe dans les entreprises et qui rêvent de revenir à l'industrie à l'ancienne avec les cheminées qui fument et les milliers d'ouvriers qui travaillent de façon répétitive, rêvent absolument hors de portée, bien sûr, et hors du présent. Eh bien, on est dans cette situation où, en effet, on ne regarde pas ce qui se passe. C'est comme si on pensait que l'entreprise, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de... un peu comme le corps humain au Moyen-Âge. On ne le disséquait pas, on n'entrait pas dedans, parce que c'était pas propre, vous voyez. Et l'entreprise, c'est comme si c'était le champ clos des dirigeants, on les laisse faire ce qu'ils y veulent, mais on ne va pas y regarder. Alors justement, à propos du futur président et des hommes politiques, vous venez de publier sur votre blog vol.com une lettre ouverte au présidentiable. Quel conseil donneriez-vous au prochain président de la République ? D'abord, je lui conseillerais d'ouvrir ses yeux et ses oreilles, hein, de regarder ce qui se passe, de constater ce qui se passe et de partir de ce constat si simple de l'automatisation des tâches répétitives. Et ensuite, à partir de ce constat, mais irréfutable, on ne peut pas nier ce fait, ce serait comme si on niait la sphéricité approximative de la Terre, quoi. C'est un fait, il est là. Bon. Et ensuite, à partir de ce constat que je crois que toute personne de bon sens doit accepter, dévaler dans deux directions. Regardez les conditions de cette automatisation, les conditions techniques. Et là, on se tourne du côté de l'informatique, du côté des logiciels, du côté des réseaux. On regarde comment pratiquement ça peut se faire. On regarde aussi du côté de l'organisation des entreprises, comment pratiquement l'entreprise s'organise. Vous savez que quand on regarde un système d'information, très souvent, on trouve dans les entreprises des erreurs de conception fondamentales. Par exemple, les concepts sont mal définis, hein, par exemple. La sémantique sur laquelle le système d'information est fondé, la définition des données est inadéquate. L'exemple le plus fameux, peut-être, c'est l'habitude des opérateurs télécoms à identifier le client, à ne pas identifier le client, en réalité, à n'identifier que le numéro de la ligne, moyennant quoi l'analyse des besoins devient impossible. Puisque si un client a plusieurs lignes, c'est le cas de beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous avez votre téléphone mobile, votre téléphone fixe, votre abonnement Internet, etc. Si on ne regarde pas l'ensemble de vos connexions, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas ce que vous faites. Et le fait d'identifier la ligne et non pas le client est extrêmement dommageable. Vous avez également les banques qui ont... Alors, elles ont reconstruit leur système d'information, mais enfin, le fait d'avoir identifié le compte avec le RIB, hein, et non pas le client était... Bon, vous voyez, ça, ce sont... Des éléments sémantiques de la conception des systèmes d'information, comment on identifie les êtres avec lesquels l'entreprise est en relation, qu'il s'agit des clients, des produits, des partenaires, des fournisseurs, des employés aussi. Bon, c'est tout à fait fondamental et c'est souvent très mal fait. Donc déjà, il y a une maturité à gagner de ce côté-là. Ça, c'est
je pourrais dire, le côté amont. Et le côté aval, ce sont les conséquences de cette automatisation. Elle a des conséquences très étonnantes. Quand on travaille dans les entreprises, on voit que ça a des conséquences bien sûr économiques. Ça modifie la structure de coûts, ça modifie la nature des produits, bon, très bien. Ça a des conséquences psychologiques. L'homme qui est au travail devant son écran clavier et qui se trouve plongé dans l'univers mental du système d'information, que l'entreprise avec lequel l'entreprise l'entoure. Bon, il n'est pas dans les mêmes conditions psychologiques que l'ouvrier qui travaille à la chaîne, évidemment. On peut dire que la main-d'œuvre, ça c'est une expression de Jean-Pierre Cornu que j'adore, la main-d'œuvre a été remplacée par du cerveau d'œuvre. Voilà. Quand vous êtes devant l'écran clavier, vous allez dans une grande entreprise, vous voyez les gens devant l'écran clavier, partout. Ils y passent. Soit ils sont en réunion comme nous sommes en ce moment, soit ils sont devant l'écran clavier. Voilà. Et les liens sociaux sont interconnectés par l'informatique. Évidemment, puisqu'avec la messagerie, avec l'intranet, avec le web, etc. Bon. Donc, ça modifie très fondamentalement les conditions du travail. Et ça, si les entreprises ne le perçoivent pas, elles soumettent les gens à une sorte de torture mentale durable si vous faites travailler les gens dans un système d'information mal conçu. Si vous ne leur déléguez pas la légitimité qui va avec les responsabilités que vous leur demandez d'exercer, vous leur faites vivre l'enfer. Et je pense que l'épidémie de stress dont on a de très nombreux témoignages actuellement est une des conséquences d'une informatisation maladroite, mal conçue. Donc, conséquences économiques, conséquences psychologiques, conséquences sociologiques. Les rapports de responsabilité, les rapports de pouvoir sont transformés. L'arrivée de la messagerie, par exemple, dans les années 90, a complètement transformé les échanges de courrier dans l'entreprise. Les droits de signature, les droits de communication, de prise de parole. Bon, conséquences, je dirais, intellectuelles. On ne pense plus de la même manière. On ne se représente plus l'action de la même manière. On ne construit plus les concepts de la même manière. Et je dirais aussi conséquences métaphysiques. Les valeurs auxquelles on adhère sont également transformées. De ce point de vue-là, l'informatisation a un effet très salubre. Quand vous bâtissez un système d'information, vous ne pouvez avoir qu'un but, c'est produire des produits qui soient de qualité, utiles, et les produire efficacement. Voilà. Produire efficacement des choses utiles, c'est le seul but que vous pouvez assigner à un système d'information. Et donc, vous donnez à l'entreprise une priorité qui est exactement celle que Adam Smith lui a assignée, satisfaire le consommateur. Ça l'attire dans une certaine direction qui n'est pas exactement la production de valeur pour l'actionnaire. Donc on pourrait peut-être terminer en disant que nous avons un conseil à donner à nos hommes politiques, mais aussi peut-être à nos économistes, de faire un stage de longue durée en entreprise et surtout dans une usine manufacturière. Michel Vol, merci.